Bienvenue sur la RFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit M. Mamadou Youri Sall. Mamadou Youri Sall est enseignant, chercheur. Il a fait beaucoup de publications dans le domaine de l'islam, de l'arabe. Il a étudié dans les grandes universités du monde. Il est aussi enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Son dernier livre s'appelle Thierno Souleymane Baal, fondateur de l'Almamia 1776-1890. Mamadou Youri Sall, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de plus en plus de démocratie en Afrique, un peu partout dans la sous-région. Des élections vont se dérouler en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Mais la question de la démocratie se pose. Pourquoi aujourd'hui en Afrique, on a des problèmes avec le fonctionnement de la démocratie? Merci beaucoup, M. Diop. Je voudrais saluer l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futur Média et vous remercier de cette invitation. Il est vrai que la démocratie est au centre des préoccupations, surtout c'est l'alternance ou bien la limitation des mandats. Mais il est bizarre qu'en Afrique, les gens pensent que toujours, comme le disait Chirac, l'heure n'était pas encore là pour que nous soyons des populations ou bien des sociétés ou bien des gouvernements démocratiques, parce que chaque société a son rythme. Mais du point de vue de l'histoire, nous avons quand même de la démocratie depuis. C'est ça que je voulais montrer en disant que depuis le 18e, lorsque c'était en théorie en Europe, lorsque c'était en balbutiement aux États-Unis, nous pratiquions cette démocratie surtout au Fouta du fait du groupe de Thierno Souleymane Baal, parce qu'on l'a théorisé, on l'a appliqué sur le terrain, on a élu nos dirigeants, on a pu destituer nos dirigeants, on a mis en place une constitution démocratique qui donnait la voix à la population et au peuple, qui avait voix au chapitre, qui pouvait élire et vraiment destituer. C'était ça, la base démocratique. Il y avait de l'alternance. Donc c'est bizarre qu'on est encore là, avec certains pays qui ont des difficultés pour appliquer cette démocratie-là, mais ce n'est pas du fait de notre histoire, ce n'est pas un manque de tradition, nous avons cette tradition-là. Pourquoi cette démocratie africaine, surtout si on parle de celle du Fouta avec Thierno Souleymane Baal, pourquoi cette démocratie n'a pas pu perdurer? Est-ce que c'est la colonisation qui l'a combattue, qui l'a fait sortir de notre culture? C'était très difficile à l'époque. Partout, il y avait des dynasties, il y avait des royautés, il y avait de l'héritage. Le pouvoir était hérité. C'était la force qui régnait ou bien d'autres types de pouvoir. Mais ce n'était pas la souveraineté de la population. Partout, en Europe, en Asie, chez les Arabes, chez les musulmans et aussi aux États-Unis. Donc, il y avait quand même des îlots comme ça qui essayaient, enfin, ce groupe-là essayait de préconiser autre chose. La théorie était effectivement avec Montesquieu en Occident, mais ce n'était pas l'application. Partout, il y avait des rois, il y avait de l'héritage. Donc ici, on l'a fait, on l'a appliqué, mais c'était quand même vraiment une petite superficie par rapport au monde. Donc c'était très difficile. Il y avait des adversaires partout. Mais comme ça a duré 114 ans, il y a eu au moins 34 mandats. Ça a duré. Et après, la colonisation a pris le dessus, donc a vraiment changé toute la donne. Et on a remis des chefs de canton. On a remis aussi l'administration coloniale. C'est ça qui a bloqué. Mais au départ aussi, il y avait l'adversité tout autour. Ça, il faut le reconnaître. Il y avait quand même des royaumes dans le Cayor. Il y avait des royaumes dans le monde musulman qui était la référence. Il y avait des royaumes au nord. Partout, il y avait des royaumes. Il y avait qu'au Fouta qu'on avait, au Fouta, Fouta Djallon, Fouta Toro, qu'on avait quand même cette sorte de démocratie avec la voix du peuple, avec des élections, bien des désignations des souverains et avec l'évite de l'héritage. On n'héritait plus le pouvoir, mais on y accédait par désignation d'un parlement ou bien des notables ou bien de toute une population. Comment elle fonctionnait cette démocratie au temps de Thierno Souleymane Baal? Elle fonctionnait très bien. Au départ, on a théorisé. Il a appelé tous les érudits, tous ceux qui étaient vraiment des érudits. Il y avait déjà un groupe social qui était mis en place, des Torobé, qui n'était pas par héritage, mais qui était en fonction du savoir. Un Torodo, c'est quelqu'un qui travaille dans le savoir et dans la science. C'est celui-là qui est un Torodo. Donc c'est ce groupe-là qui a essayé de mettre en place une constitution en disant qui doit être au pouvoir, qui doit être le patron du Fouta, le chef de l'État, qui doit élire et quels sont les critères pour accéder à cette position-là. Ils ont tout ça théorisé. Ils ont même dessiné les frontières du Fouta. Donc ils ont donné le pouvoir au peuple
c'est le peuple qui décidait à la place de tout le monde. Ce n'est pas un groupe social, ce n'est pas vraiment une ethnie ou bien une tribu. C'était comme ça fonctionnait. Donc cette constitution était respectée. C'était les Diagordes, une sorte de parlement. Mais au départ, le premier Almami était désigné par un congrès. Les Diagordes élargi à tous les notables du Fouta, des représentants des 5 provinces, Guénar, Biabé, Toro, Guénar et... Le choix des chefs se faisait parce qu'ils étaient érudits ou bien parce qu'ils étaient provenant d'une classe sociale? Non, pas du tout. Les critères étaient simples. C'est ça, vraiment, les recommandations de Souleymane Baal. Il fallait être quelqu'un de compétent, il fallait être quelqu'un de connaisseur, il fallait être humble, ça ne dépendait pas d'un groupe ethnique, et on évitait l'héritage. Donc on surveillait aussi le souverain. Si on le voyait s'enrichir, on essayait de vérifier d'où vient cette richesse-là. Si c'est du peuple, il est destitué. S'il refuse, il est banni du Fouta et on met à la place quelqu'un de compétent. La compétence était primordiale, le mérite d'abord. Donc Torodo, c'est celui qui connaît d'abord. Ce n'est pas forcément Torodo, mais c'est quelqu'un qui est érudit, qui devait être à la tête. Mais désigné, c'est surtout ça. Il était désigné par les Diagordes, qui étaient les représentants des 5 provinces. Mais le premier Almami s'était élargi à tous les représentants du Fouta et même au peuple Abdul Khan qui a régné 30 ans. Mais les autres, finalement, c'était les Diagordes. C'est ça. Donc un régime parlementaire à la fin, au départ présidentiel. Donc un parlement élargi à toute la population qui a désigné Abdul Khan. Mais le deuxième Almami était désigné seulement par les notables, les Diagordes, le parlement. C'est ça qui a un peu affaibli finalement les autres Almami par rapport à Abdul Khan, qui était désigné par un congrès. Mais après, c'est le Parlement qui désignait. Et c'est ça qui commençait à envoyer des conflits d'intérêts. Donc l'instabilité qu'on voit dans les régimes parlementaires, soit en Italie ou bien en Israël, on l'a vu au Fouta au XVIIIe siècle. Quand on a eu le régime parlementaire, les Diagordes désignés, donc on a vu des Almamis qui régnaient pendant 2 ans, 3 ans, même une année, qu'on destruisait et qui pouvaient même revenir du fait des Diagordes. Donc il y avait un jeu d'intérêt extraordinaire pour le choix de ceux des parlementaires, qui effectivement. Leur intérêt était en jeu, ça on l'a vu, on le voit partout. C'est ça qui a perdu Mamadou Dia, on l'a vécu après. On n'a pas tiré les leçons. C'est pour ça que les gens doivent faire attention avec le régime. Un régime parlementaire, on l'a vécu du temps des Almamis, on l'a vécu du temps de Mamadou Dia, ça pose tout le temps des problèmes, parce qu'il y a des conflits d'intérêts entre les parlementaires, des groupes parlementaires. Donc ça amène l'instabilité institutionnelle. Ça on le voit partout. Mais puisque le choix des chefs au Fouta était dû à la réduction de ceux-là qui devaient diriger, pourquoi après la colonisation et la survivance, ce qu'on appelle les esclaves, les captifs, entre autres, pourquoi? Non. Vraiment, c'était des adversaires de la colonisation. Il faut se rappeler que Thierno Souleymane Baal avait interdit l'esclavage, avait surveillé la navigation vraiment dans le fleuve du Sénégal. Les Occidentaux payaient des primes pour pouvoir naviguer et aller vers Kédougou ou bien Bakel pour amener des esclaves. Donc les Foutanké ne pouvaient pas être esclaves du temps de Thierno Souleymane Baal ou bien du temps d'Almami Abdul Khan. Il y avait des conventions signées. Aucun Foutanké ne pouvait être esclave et aucun musulman ne pouvait être esclave. Et on a même vu des lettres où le gouverneur qui était à Saint-Louis essayait de répertorier les Foutanko qui étaient parmi les esclaves pour les ramener vers Abdul Khan pour lui montrer que vraiment je respecte les accords, il n'y a pas un Foutanké parmi les esclaves. Donc tout cela a amené après les commerçants occidentaux qui sont venus, qui voyaient leur intérêt bloqué, parce qu'ils ne pouvaient pas naviguer librement, donc ils commençaient à combattre. Le successeur d'Almami Abdul Khan a signé une convention dès le début, parce qu'ils attendaient une convention avec Abdul Khan qui a refusé en disant que non, je ne suis pas d'accord avec vos termes de convention, si vous voulez naviguer, il faut payer, et je dois vérifier vos cargaisons. Est-ce qu'il y a des esclaves, est-ce qu'il y a des musulmans? Tout ça a été interdit, l'esclavage était banni. On bloquait les Maures qui faisaient des razzias autour du Fouta. On a sécurisé le Fouta avec les frontières qu'on a dessinées. Donc tous les intérêts vraiment des Occidentaux étaient bloqués du temps d'Almami Abdul Khan et avant du temps de Souleymane Baal. Donc vous voyez, forcément, ils doivent être combattus. Et Faidherbe le dit quelque part, je l'ai cité, en disant que je n'ai jamais vu une force en Afrique par rapport au temps d'Abdul Khan. C'est Cheikh Omar Fouti qui a failli nous poser des problèmes. De la même manière, mais malheureusement, il s'est confronté à nous, on était forts. Mais ce n'est pas comme du temps d'Abdul Khan, c'était un souverain très fort. Vous vous souvenez, quand les souverains étaient malmenés quelque part, surtout au Cayor, avec beaucoup de marabouts foutanké qui enseignaient au pire, quand ils étaient malmenés, le souverain a fait appel à Abdul Khan qui a quitté le Fouta pour venir en appui au Cayor. Et là, il a perdu la bataille du fait de la coalition entre les Français
les Walo-Walo et les Kayoriens, il a perdu. Il y a une partie qui s'est retrouvée au Cap-Vert, qui s'est repliée ici au Cap-Vert, ce sont les Lébou. Ils ont créé une république Lébou. Du fait de qui? De Dial Diop qui a fait ses études au Fouta. Donc on a répliqué ça, on devait répliquer au Cayor. Il y avait des modèles d'Almami partout au Cayor, dans le Djander et tout. Et c'est ça qu'on a répliqué ici avec Dial Diop, qui était le premier Almami. Il était désigné Almami, pas Serigne Dakar. C'est après qu'on a créé des Almami. Il était le premier Almami, Dial Diop. Et après, il y a eu des Djol, des Almami de Djol là, ici. Et on l'a appelé République ici. C'est par les Toubab. Et pourtant, on ne l'a pas appelé République au Fouta. On a parlé de théocratie. Justement, dans cette année, on parle de la République théocratique du Fouta. Oui, oui, mais c'était une république au vrai sens du terme, avec la définition qu'on connaît, parce que le pouvoir était entre les mains du peuple, qui désignait ses représentants pour être à la tête, qui pouvait destituer. Donc, la souveraineté du peuple était là. Donc, gouvernance du peuple par le peuple, ce qu'on désigne par la démocratie, ça existe. Et justement, tout cela vient de Pire, semble-t-il, que la plupart des Almamis du Fouta et ceux qui ont gouverné le Sénégal dans les temps ont fait l'université de Pire. Pire semble être un foyer d'enseignement qui a irradié le Sénégal. Effectivement, c'était une grande institution de formation. Malick Sy de Boundou, le premier révolutionnaire du Sénégal, c'est Malick Sy de Boundou, avant Souleymane Baal, a fait sa formation à Pire. Mais il y avait beaucoup de Pire. Pire Saniokhor existait au Cayor, existait à Wallata Moutane, existait à Demat. Mais on connaît mieux le Pire de Cayor. Malick Sy de Boundou a fait Cayor. Il y avait une révolution au Fouta Djallon avant la révolution de Fouta. Il y avait une démocratie, il y avait même de l'alternance au Fouta Djallon. Et Ken Souleymane Baal était allé s'inspirer de ces deux types de révolutions. C'est ça qui l'a amené à créer une constitution avec les érudits qui étaient au Fouta. Il y a quand même une version qui dit que c'est dans l'institution de Pire qui se sont concertés. Ceux qui étaient les ressortissants de Fouta ont dit qu'il faut changer la donne au Fouta. Il y avait vraiment de la tyrannie avec les Denyankobe. C'était des musulmans, mais il y avait de la tyrannie. Fouta n'était pas sécurisé. Il y avait de la razzia qui venait de la Mauritanie, même du Maroc parfois. Il y avait le gouverneur qui était un Anglais avant les Français, qui descendait pour acheter des esclaves. Donc sous les yeux du souverain fatigué, Souleymane Ndiaye. Donc finalement, c'est ça qui a un peu frustré les intellectuels de Pire, qui étaient des Foutanké. Donc ils ont dit qu'il fallait quand même réformer tout cela. Donc ce n'était pas, comme on le dit, une guerre sainte. C'était vraiment une réforme sociale au départ. Même sa stratégie, on le voit, c'est une réforme sociale. Au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il prônait comme ça le changement, en contactant l'ensemble des érudits, en les conviant à une réunion pour changer la donne, en envoyant des correspondances à tous les érudits et des notables pour leur dire que cette donne-là doit changer. Et après, en prêchant lui-même, aller rendre visite aux notables, cela doit changer. Mais finalement, il était tellement fort. Les gens vraiment répondaient à son appel. Et le Satigué, Denyakou Souleymane, a eu peur de sa force, de sa puissance, de sa notoriété. Et a voulu l'attaquer. Et là, il a perdu la bataille et il est destitué. Ils ont changé maintenant la constitution, la forme. Ce n'est plus des Satigués, mais c'est des Almamis finalement. Sur la base d'une constitution qui doit accéder au pouvoir, il fallait avoir certains critères. Vraiment. Être érudit d'abord, être compétent. Ce n'est pas héréditaire, c'est ça la force de Souleymane Baal. Tout ce qui est héritage, il l'a banni. On l'écarte maintenant. C'est le mérite, c'est la compétence, c'est l'érudition qui prime sur tout. Et là, il l'a hérité parce qu'on a créé au Fouta le groupe des Torobé qui n'est pas basé sur l'héritage, qui est basé sur les sciences islamiques qui existaient. Il y avait que ces sciences-là qui existaient, mais sur la science donc. Dans votre propos, vous parliez de la bonne gouvernance. On a l'impression que c'est un mot nouveau. Dans nos pays, on en parle un peu partout de la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, dans nos pays, le débat actuel, c'est la traque au bien mal acquis, l'argent public qui est dilapidé par les fonctionnaires, par ceux qui gèrent l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est inspiré dans nos pays de ce qui se faisait avant? Parfois, on a l'impression que les gens sont en train de conceptualiser les pratiques passées du 18e, surtout de l'époque de ces érudits, le groupe de Ken Souleymane Baal. Quand on parle de la bonne gouvernance, c'est ce que vous dites, c'est vraiment la redevabilité, rendre compte, la vérification. Et ce qu'il faisait à l'époque, quand quelqu'un accédait au pouvoir, il voyait l'ensemble de ses richesses. Tout était recensé. Au bout d'un an, on essayait de vérifier. S'il dépasse les bornes, il est destitué, ou bien on lui demandait des comptes. Ça, on l'a vécu. C'est pour cela qu'on a eu, pendant 114 ans, 34 Almamis. Pour les raisons que voici. Quelqu'un devenait un propriétaire de terre qu'il n'avait pas au départ. Si on le constate, on lui posait des questions. D'où viennent ces terres-là? Si on constate que c'est parce que sa position, il a abusé, il est destitué. C'est arrivé maintes fois. Donc il y a beaucoup de concepts utilisés actuels, mais l'application était à l'époque. Même quand on écoute l'acte 3, la décentralisation, j'entends la justice de proximité, l'éducation décentralisée,
On nous parle même de quoi? De la fiscalité décentralisée. Ils l'ont pratiqué, eux. Ils l'ont théorisé, ils l'ont pratiqué. À l'époque, au niveau de chaque province, il y avait un almami, il y avait un tribunal, il y avait une école et il y avait une possibilité de recours. Quand vous n'êtes pas satisfait du jugement qui a lieu dans un village ou bien dans une province, vous pouvez monter jusqu'à l'almami, qui était entouré de 40 érudits qui reprenaient vraiment votre jugement. Donc il y avait une possibilité de recours. La fiscalité décentralisée, tout ce qu'on prélevait au niveau local était redistribué au niveau local. Rien ne devait être au niveau central. Il n'y a que la sécurité et la justice de recours qu'on devait gérer au niveau central, au niveau de l'Allemagne. Mais tout était décentralisé. Comme l'éducation aussi. Il y avait partout des écoles. Et le chef de village, c'est la déconcentration du pouvoir, était désigné par l'Allemagne. Mais il était quand même choisi parmi les membres du village ou bien de la province. Mais il dépendait de l'Allemagne. C'est le seul qui dépendait de l'Allemagne. Les autres là étaient du village. Donc on prélevait des ressources, on les redistribuait sur place. Et c'est pour ça que les provinces étaient assez riches en terre. Tout ce qui est zakat, les dîmes là, zakat de fin de Ramadan et zakat annuel, tout cela était prélevé au niveau local, était redistribué au niveau local aux nécessiteux. Ce n'est plus maintenant des morts qui venaient prendre ça des Foutanké. Le Moudou Horma. Oui, Moudou Horma, exactement. C'est ça qu'il a combattu avant. Donc il a décidé de décentraliser la fiscalité en supprimant le Moudou Horma qu'on versait aux morts, maintenant qu'on redistribue aux nécessiteux sur place. C'est pour cela, avant eux, il y avait quand même de l'insécurité. Fouta était en train d'être déserté. C'est pour ça que la famille d'Abdou Khadir Kane était dans le Djolof. Les gens fuyaient le Fouta. Il y avait de l'insécurité avec les Dendiankobé. Il y avait des razzias, des morts, des Marocains et même finalement des Occidentaux, des colons qui commençaient à venir. Donc quand ils ont commencé, ils ont sécurisé le Fouta. Les gens ruaient vers Fouta pour se réfugier maintenant, quitter les royaumes qui étaient là. La violence et la tyrannie. Venez vers Fouta. Fouta était rempli de monde. C'est pour ça que Cheikh Omar n'a pas eu de problème après, quand il voulait faire la guerre sainte. Fouta était tellement peuplé de guerriers, d'érudits, d'écoles partout. Abdou Khadir Kane a créé de grandes mosquées. Les Djouma, c'est lui, plus de 40 pendant son règne. Donc autour, il y avait des écoles partout, des institutions de formation. Et finalement, il y avait un rayonnement culturel. Les gens parlent beaucoup de Tombouctou. Il y a beaucoup de manuscrits, il y a beaucoup de corpus à l'époque à Tombouctou. Mais Fouta, il y avait plus de concentration de dara, d'institutions de formation. J'ai lu quelque part quelqu'un, Amadou Mokhtar Kane, qui a sorti un livre sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, qui parle de Djama Al-Wali, qui était vraiment une bibliothèque, une grande bibliothèque. Les gens venaient de partout pour se documenter, parce que les livres étaient rares, et c'était à Djama Al-Wali. Que sont devenus ces manuscrits? Malheureusement, les gens parlent de la bibliothèque de Pire. Mais là, c'est quand Cheikh Omar devait prôner le djihad, il y avait quand même des contradictions. Les gens n'étaient pas d'accord. Il y avait des villages qui étaient brûlés. Malheureusement, Djama Al-Wali en fait partie. On a perdu la bibliothèque. Mais c'est ça, c'est des rivalités entre les partisans et ceux qui sont contre le djihad du temps de Cheikh Omar qui a amené. On a perdu beaucoup de villages qui étaient, même Halwar était. Mais si on compare aujourd'hui la façon dont Thierno Souleymane Baal gérait et Almami Abdou Khadir Kane gérait le Fouta par rapport à cette démocratie, on peut le comparer aujourd'hui avec ce qu'on appelle la charte de Kouroumfaga, la charte de Mandé. Il y a une différence. La charte de Mandé, on l'a découvert en 1960 avec Djibril Tamsir Niane. Effectivement, de tradition orale, peut-être c'était une charte qui existait. Mais là, ce sont les droits humains, les libertés fondamentales. C'est comparé avec la Magna Carta, la grande charte de liberté de l'Angleterre, qui a inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a inspiré toutes les constitutions dans l'Occident. C'est la grande charte des libertés du XIIIe siècle. La charte de Mandé était comparable à cette charte des libertés en Occident. Ça, c'est les libertés fondamentales des individus, donc qui parlent des droits de l'homme, des libertés. Mais ici, on parle vraiment de la gouvernance de la cité. C'est une première, une expérience théorique et pratique. Comment gouverner, qui doit gouverner et la dévolution du pouvoir. Entre les médias, qui? C'est ça la démocratie. Donc l'expérience politique est rare au niveau de l'Afrique, comme cela. En dehors des royautés et des dynasties, ici on a vraiment une république qui est basée sur des fondamentaux de la démocratie, qui est théorisée aussi. Et là, même les recommandations de Thierno Souleymane Baal en termes d'écriture sont plus anciennes que la charte de Mandé qu'on a découvert en 1960 avec Djibril Tamsir Niane, avec maintenant le labo de Selto en 1998 qui a essayé de retravailler la tradition orale. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de réécrire l'histoire du Sénégal, le général du Sénégal. Est-ce que cette histoire que vous racontez aujourd'hui sera mise à la disposition des jeunesses africaines et sénégalaises? C'est ça mon ambition, M. Diop, c'est de dire qu'un petit livret comme ça,
accessible aux lycéens, aux collégiens, parce que j'ai constaté qu'ils ne connaissent pas cette expérience politique ferait beaucoup de bien pour notre société, pour notre réarmement moral. C'est ça l'ambition, mon ambition. C'était tiré en 1000 exemplaires, effectivement c'est épuisé, mais il faut quand même qu'on aille dans ce sens-là, de petits livrets qui incitent les élèves, les lycéens à lire. Sinon, si on a de volumes comme ça va être très difficile à lire. Je me suis sourcé avec le professeur Omar Khan, qui a beaucoup travaillé sur sa thèse avec l'Almamia. Malheureusement, apparemment, il n'avait pas accédé à Zuhrul Basatin, le livre de Cheikh Moussa Kamara qui est écrit en arabe. C'est ça un peu le handicap de nos historiens. Les recommandations de Thierno Souleymane n'y figurent pas parce que c'était écrit en arabe. C'est un peu difficile à lire avec Zuhrul Basatin. C'est ça que je voulais montrer à nos jeunes pour leur dire que vous avez quand même de l'expérience politique depuis le 18e. On parle des Lumières, on a des spécialistes de la littérature du 18e en Europe, en France même, on a des Flaubert, mais quand même malheureusement notre 18e n'est pas bien connu. Et là, peut-être on a une équipe, une école d'histoire qui n'accède pas à ces sources-là, qui sont écrites souvent en arabe, qui sont traduites malheureusement de temps en temps par de la fausse, avec Henri Gardner et tout cela. Et il y a des soupçons parfois, ce n'est pas de bonne tradition. Et là, on a des raisons de soupçonner cette tradition-là. Mais aujourd'hui, vous projetez avec ce livre-là de faire un documentaire, un film, d'aller retourner dans le Fouta. Comment allez-vous vous y prendre? Effectivement, on a un groupe d'études de recherche pour le patrimoine intellectuel du Sénégal. Notre ambition de dire que c'est on remet en selle tout ce monde-là et toute cette expérience-là. Il y a un film en projet avec la famille de retracer l'itinéraire de Thierno Souleymane Baal, de Pire à Bodé jusqu'à Bogué, là où il est enterré, en essayant vraiment de mettre en image toute cette expérience-là. Ce qu'on veut pour que notre jeunesse soit au courant de ce qui s'est passé au 18e et même avant. Mais il y a un travail extraordinaire que le professeur Ibrahim Thiam est en train de mener, la réécriture de l'histoire, ou bien la relecture même de notre histoire. Si on y arrive, c'est déjà bon, mais il faut le faire rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Même en termes des monuments, on est content qu'il y ait des camps Djel Diop, camps Lat Dior, mais il faut aller au-delà. On veut des monuments avec des noms de Thierno Souleymane Baal, des noms de Khadi Amal Fall. Il est vrai que là aussi le professeur Ibrahim Thiam a fait un effort. J'ai vu un décret de 1985. Il y a un amphi qui était rebaptisé amphi Thierno Souleymane Baal et ainsi de suite à la fac de sciences. Ça c'est du fait du professeur Ibrahim Thiam, mais malheureusement on ne l'a pas suivi. On l'appelle jusqu'à maintenant amphi Capel, des trucs comme ça. Donc il faut monumentaliser, rendre immortelles ces figures-là. Il faut quand même qu'il y ait le bulle du gouvernement, notre Assemblée nationale, il faut qu'il porte des noms. Je ne comprends même pas qu'on donne à Gaston Berger le nom d'une université. Or, on a quand même des figures à immortaliser pour que notre jeunesse soit au courant de ce qui s'est passé et même puisse s'interroger sur le fait que tel porte tel nom, pourquoi. Là, on pourrait répondre et leur donner l'histoire. Mais si on n'a pas ces monuments-là, ça ne sert à rien. Est-ce que nos gouvernants eux-mêmes connaissent l'histoire de notre pays? Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République ou bien ceux qui sont à l'Assemblée nationale savent où est enterré Thierno Souleymane Baal, où est enterré les grandes figures du Fouta et du monde? Malheureusement, ce que j'ai constaté, les gens pensaient connaître Thierno Souleymane Baal, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient de noms comme ça. Et Moudou Horma au Fouta, parce que c'est pas mal qui est passé par là, mais pas en profondeur. L'expérience politique de l'Almamia n'est pas très connue. Les gens parlent de la révolution Torodo, de la théocratie Torodo. Ils sont des noms qui écartent quand même d'emblée de dire, au lieu de dire, comme on dit la démocratie chrétienne, la démocratie musulmane, on évite ça. Or, c'était plus démocratique que la démocratie chrétienne. Il n'y avait rien. Il est vrai qu'il y avait des musulmans à la tête. Comme leader politique, le leadership politique était entre les mains de musulmans. Mais l'expérience qu'ils ont mise en place, on ne l'a pas retrouvée ailleurs, ni dans les pays du Golfe, ni dans le monde musulman. Donner au peuple sa souveraineté, le pouvoir au peuple, ça, jusqu'à maintenant, le monde musulman a des problèmes. Donc nous, on l'a vécu au 18e, mais il faut le dire à la jeunesse, et il faut le savoir. Est-ce que le gouvernement doit s'inspirer de Thierno Souleymane Baal, de la façon dont il gérait, avec Abdou Khader Khan, comment il gérait leur république? Oui, je pense qu'on doit s'inspirer. J'ai dit, on parle de CREI, on parle de l'acte 3. Et il y avait quand même des applications, des pratiques. Fiscalité décentralisée, on en parle maintenant. On parle de justice de proximité. Tout cela, on en parle. L'éducation est décentralisée, c'est bien. On parle de... Donc, finalement, il faut reconvoquer, revisiter cette histoire-là pour que les gens puissent savoir nous inspirons de qui. Mais malheureusement, quand on parle de la bonne gouvernance, on s'inspire des noms d'ailleurs. On donne des références d'ailleurs. C'est ça qui fait mal parfois. Or, on a des références quand même en termes de bonne gouvernance.
même si ce n'est pas parfait, mais quand même on peut évoquer cette expérience-là de temps en temps pour que nos gosses soient bien armés moralement au lieu de traverser quand même l'océan et aller se sourcer ailleurs. Mamadou Yourissal, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM, surtout à Question Directe. Vous avez sorti ce livre très instructif qui s'appelle Je dois connaître, fait de Souleymane Baal, fondateur de l'Almabia 1776-1890. Un livre très instructif pour nos enfants dans les écoles pour connaître la vraie histoire de notre pays et que la République et la démocratie dont on parle aujourd'hui, vantée à travers le monde, elle existait bel et bien au Fouta et c'était au XVIIIe siècle. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à vous qui suivez cette émission. Au revoir.